Masechet Baba Kama, résumé du Daf Tzadik. On avait vu la takanat Usha, la takana que le Bedin a fait quand ils étaient dans la ville de Usha, que le Bedin avait institué à ce moment-là. Une femme qui a vendu des nirsémélog, une femme qui a vendu ses biens. Une femme, quand elle a vendu ses biens, alors que son mari en profite tant qu'elle est mariée, et que la vente n'est valable que pour après la mort, et qu'en principe on aurait dû dire, donc si le mari il est mort, et que la femme elle récupère ses biens, la vente est valable, et de même si la femme elle est morte d'abord, alors la vente serait valable, eh bien sont venus le Bedin de Usha en disant non, la ville de Usha, ils ont dit non, ils ont dit que le mari est considéré comme un premier acheteur qui a précédé cet acheteur-là. Donc il est prioritaire et si la femme elle meurt, le mari va récupérer de la main de son acheteur, de l'acheteur de sa femme. La Gemara ramène une discussion entre deux braïtot qui apparemment elle rentre dans cette marloquette là, est-ce qu'on tient comme takanatusha ou on ne tient pas comme takanatusha. Le cas il est une femme qui a des esclaves. Or celui qui a un esclave, s'il lui a cassé un membre, la dent, l'œil ou un des membres, un des 24 membres qui sont cités dans Kiddushin, l'esclave se libère. Quand maintenant la femme elle est mariée et qu'elle a des esclaves que son mari utilise, est-ce qu'elle est considérée comme propriétaire, comme elle, le patron, le maître, la maîtresse, et que donc si maintenant elle les a blessés, elle leur a abîmé un membre, ils vont se libérer? Ou bien je dis non, il y a le mari qui les utilise. Ou même si tu me dis non, le mari les utilise, c'est pas assez, mais le mari il est un demi-propriétaire, là, il va les récupérer quand elle va les vendre. Même quand elle les vend, si elle meurt, le mari les récupère. Donc, elle n'est pas propriétaire, elle n'est pas vraiment propriétaire de cet esclave, et elle peut pas, comme ça, il va pas se libérer si elle lui a donné un coup qui lui a abîmé un membre. Donc ça, c'est la deuxième braïta qui dit que, la première braïta disait, si la femme, elle lui a abîmé un membre, il se libère, la deuxième dit non, il se libère pas. La Gemara propose d'abord de comprendre qu'ils sont en discussion sur la takanatusha. Est-ce que si elle a vendu, est-ce que on tient comme takanat usha, comme la takana, qui dit que le mari, il les récupère ou pas? S'il les récupère, alors, quand la femme les a abîmés, les a blessés, ils vont pas se libérer. Parce qu'elle n'est pas propriétaire. Si le mari ne récupère pas, quand la femme les a blessés, alors on dira oui, c'est elle la maîtresse. Donc ils vont se libérer. La Gemara dit non, c'est pas ça leur marloquette, on peut l'expliquer de plusieurs autres manières. Donc on n'est pas obligé de rentrer dans cette discussion. On pourrait dire que ici, même si c'est hypothéqué au mari, mais une hypothèque elle saute quand on libère l'esclave. Donc ici il sera en discussion, est-ce que le mari il est suffisamment fort pour que ça ne saute pas quand la femme l'a blessé ou pas? Est-ce qu'on a renforcé l'hypothèque du mari ou pas? Ou bien on pourrait dire autrement, on pourrait dire qu'ils sont en discussion à savoir, c'est-à-dire les deux braïtot pensent que le mari ne veut pas récupérer la vente de la femme. Ils sont en discussion simplement de savoir, est-ce que quand le mari utilise ses esclaves, eh bien, ça fait que la femme n'est plus propriétaire. On appelle ça kinyan perot. Quand nous avons deux personnes, un qui est propriétaire et l'autre qui utilise, est-ce que celui qui utilise, il est considéré comme le propriétaire dorénavant? Ou non? C'est le vrai propriétaire qui est propriétaire, pas celui qui a les droits d'utiliser. La Gemara nous donne là-dessus un exemple. Un homme a vendu son esclave à son ami en disant en se gardant les droits de l'utiliser pendant 30 jours. Et il faut savoir qui est considéré le vrai propriétaire de cet esclave-là, le vendeur ou l'acheteur. La Gemara nous ramène là-dessus une grande discussion avec la nafkamina entre les cas, entre les Tanaïm. Et la Gemara vient comparer ça justement à notre question. Le vendeur, lui, il n'a que des droits d'utiliser, il n'a que kinyan perot, il a les fruits. L'acheteur, il a le bien, il a l'esclave à lui-même. Et donc il faut savoir si le premier qui a les fruits, c'est lui le propriétaire, ou c'est l'acheteur le propriétaire. La nafkamina sera, en ce qui concerne par exemple, la Gemara finalement revient à notre cas à nous, s'il lui a cassé un membre, alors est-ce qu'il va se libérer par le premier, par le deuxième? Mais le cas là-bas est de savoir s'il a tué. Si un homme a tué un esclave, il y a une différence si c'est lui propriétaire ou pas, c'est lui patron ou pas. Alors que quelqu'un d'autre, un étranger qui a tué un esclave, il est chayav mita,
peu importe s'il est mort sous le coup ou qu'il est mort plus tard, même 3 ans plus tard, alors que le maître, s'il l'a frappé, il est mort sous le coup, le maître il est chayav mita. Mais s'il est mort au bout de 24 heures, la Torah, exceptionnellement, a rendu patour le maître dans ce cas-là. Donc là, il est important de savoir, il est urgent de savoir qui est le maître. Il l'a frappé, il est mort après 24 heures, plus que 24 heures. Il faut savoir si on le tue ou pas. Si c'est le vendeur, si c'est l'acheteur. Là-dessus, nous avons une marloquette avec plusieurs Tanaïm. Et la Gemara dit donc en fait, ils sont en discussion justement sur cette question-là, qui est considéré comme le vrai propriétaire. Est-ce que c'est celui qui est le propriétaire, réellement, au niveau de l'argent, ou bien celui qui l'utilise? Mishnah suivante. Nous avons ici une Mishnah qui donne les tarifs de honte. Un homme qui a frappé son ami, il lui a causé une honte, il faut savoir évaluer combien lui payer. Si il a frappé sur l'oreille, ou bien il lui a fait honte, il lui a donné une claque, il lui a tiré l'oreille, il lui a arraché les cheveux, il a craché sur lui, il a découvert une femme la tête en public, dehors. La Mishnah nous donne le tarif de chacun de ces cas-là. La Mishnah termine par une histoire sympathique. Un homme a découvert la tête d'une femme en public, et elle est allée se plaindre chez Rabbi Akiva, qui a dit à ce monsieur de lui payer 400 zouz, une très grosse somme. Il a dit, laisse-moi un petit temps, un certain délai, et il a dit d'accord. Pendant ce temps-là, il est allé, et il a abîmé une cruche, qui valait très peu, avec un peu d'huile, et la femme, il a cassé la cruche comme ça, dehors, et la femme qui était dehors, elle a vu ça, et elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle s'est découverte la tête, elle s'est arraché les cheveux, s'est frappé la tête, etc. Et lui, ce monsieur-là qui avait joué cette scène, il avait préparé 2 témoins pour aller revenir chez Rabbi Akiva en lui disant, regarde cette femme-là, qui pour un petit sou, elle se découvre la tête. Alors pourquoi je devrais lui payer 400 zouz sur ça? Rabbi Akiva lui a dit, tu as tort. Un homme qui se blesse, il n'est pas tour, quelqu'un d'autre qui l'a blessé, il est chayav. Ici aussi, elle se fait une honte, ça ne veut pas dire que ça ne lui fait pas honte. Elle se fait honte parce qu'elle se permet de se faire honte, une honte qui est chère. Mais toi, quand tu lui as fait honte, tu dois lui payer. Nagmara entre ensuite dans les détails de la monnaie citée par la Mishnah. On a dit, il lui paye un mané dans le cas où il lui a frappé l'oreille. Un mané, de quelle monnaie il s'agit? Il y a 2 sortes de mané, un mané cher, un mané pas cher. Il s'agit du mané qui vaut plus cher. Et de là, la Gemara, on arrive à une petite histoire de quelqu'un qui avait donc frappé à l'oreille de son ami. Et Rabbi Danessia l'a vu, ou en tout cas Rabbi Danessia lui a dit, voici moi, et voici Rabbi Yossi Aglili, qui a dit de payer un manet tzori, donc tu lui payes un manet tzori. Un manet cher. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire voici moi et voici Rabbi Yossi Aglili? Est-ce que voici moi qui t'ai vu? Si il l'a vu, il ne peut plus le juger. La Gemara ramène une discussion. Finalement, selon tout le monde, le juge ne peut pas être le témoin lui-même. Répond la Gemara. Quand est-ce qu'un témoin ne peut pas juger lui-même? Quand est-ce qu'un juge qui a vu la scène ne peut pas le juger? C'est que si c'est pas sur le coup qu'il le juge. Mais quand il le juge sur le coup, c'est bon, il n'y a pas besoin de témoin. Ou bien encore dit la Gemara, il a dit voici moi qui pense comme Rabbi Yossi Aglili de faire payer un manet tzori, et voici des témoins qui t'ont vu, donc je ne suis pas le témoin, je peux te juger. La Gemara pose une contradiction dans Rabbi Akiva, est-ce qu'un témoin peut juger lui-même ou pas? Et la Gemara répond que Rabbi Akiva lui-même il pense qu'il peut pas juger, mais en parlant à un certain Tana, il lui dit d'après toi qui pense que il peut le juger, alors peut-être qu'effectivement Abedin aurait pu le juger. Mais moi je pense qu'un témoin ne peut pas juger. De là, la Gemara, on arrive à justement la discussion entre Rabbi Akiva et Shimon HaTimni. Est-ce que quand on vient témoigner sur quelqu'un qui a tué son ami, en lui donnant un coup de poing ou en lui jetant une pierre, est-ce qu'il faut que le Bedin, disons, peut faire confiance au témoin qu'effectivement c'était un coup qui pouvait le tuer? Les témoins disent, on a vu la pierre, ça peut le tuer. Ou bien il faut amener la pierre au Bedin pour que le Bedin vérifie si c'est une pierre mortelle. Selon Shimon HaTimni, il faut amener la pierre au Bedin, comme le poing qui arrive au Bedin avec la personne. Et selon Rabbi Akiva, non.
Non, le Badin n'a pas besoin de voir la pierre. Ils peuvent faire confiance aux témoins qui ont dit c'est une pierre qui a pu le tuer, c'était une pierre mortelle, on l'a vu. Il a jeté une pierre, il est mort sur le coup, ou pas sur le coup, peu importe. En tout cas, dès que les témoins ont dit qu'il a tué de cette manière-là, les Badin vont leur faire confiance et ils pourront donc le condamner en s'appuyant sur ce témoignage-là.